Une visite ministérielle, mais pourquoi faire? Manuel Valls est en Guyane depuis samedi avec un programme habituel, tant les séquences choisies et le petit tour de Guyane opéré par le ministre ressemblent à ce que l'on a déjà vu beaucoup de fois. Signature de convention, passage obligé dans l'Ouest et prise de parole habituelle sur des sujets habituels. Alors certes, en sa qualité de ministre d'État, Manuel Valls arrive avec un poids politique supérieur à celui de ses prédécesseurs éphémères, les Marie Guévenoux, Philippe Vigier et Jean-François Carenco, mais malgré tout, la question de la pertinence de cette visite vous aura sans doute effleuré l'esprit. Pourquoi vient-il et pour dire quoi? Dans la mesure où l'attente numéro 1 des élus concerne avant tout la relance du projet d'évolution statutaire. Une réunion sur le sujet se tiendra justement cet après-midi à la CTG. Pour en parler, le député David Riemann est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour M. Zamid, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, David Riemann. Vous rentrez de Martinique, puisque vous avez participé aux assises contre la vie chère, on y reviendra. J'aimerais d'abord vous lancer sur le retour de Gabriel Serville. On en parlait dans le journal, sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. De quel œil est-ce que vous regardez ça, David Riemann, la présence du président de la CTG à l'heure où Manuel Valls est justement en Guyane? J'ai pas envie qu'on revienne sur toutes les petites guerres intestines qu'il y a pu y avoir entre les uns et les autres, mais juste d'un point de vue politique. Est-ce qu'à vos yeux, c'est important d'avoir finalement l'élu le plus important de Guyane pour notamment la réunion de ce soir? Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est surtout une personne qui vient se reposer chez elle après avoir mené une première bataille contre la maladie. Et donc, qui vient se reposer, qui vient se ressourcer avant toute chose. Et sa présence n'est pas assurée. Et donc, moi, j'ai plutôt l'approche humaine d'une personne qui rentre chez elle, qui a un besoin aussi de fouler le territoire qui est le sien et de se reposer un peu en famille. Donc c'est surtout ça après moi qui m'importe. Le reste après à ce niveau-là c'est secondaire. Ouais, il faut voir Gabriel Serville avant le président de la CTG, bien évidemment. Pour moi c'est d'une évidence claire que c'est Gabriel Serville en tant qu'individu qui rentre chez lui se reposer. Et ce n'est pas le président de la collectivité qui est de retour aux affaires à l'instant où nous parlons en ce qui me concerne. Alors samedi, il y a eu un entretien entre Manuel Valls et Jean-Paul Ferreira pour, je cite, reprendre le dialogue avec le gouvernement, notamment sur la question institutionnelle, puisqu'apparemment avec la dissolution, le sujet, on va dire, était plus ou moins passé sous la table. Est-ce que là, c'est pas un peu le nouveau premier pas, on va dire, pour réenclencher la discussion, David Riemann, ce qui se passe en ce moment? Non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Faut juste rappeler le passage du président de la République en Guyane. Et à l'issue de son passage, il y a eu une espèce d'imbroglio, ou pour ne pas dire une volte-face, d'une frange des élus de Guyane sur la question, alors que tout le monde avait voté quelque chose de bien clair en ce qui me concerne. C'est pour ça qu'après, le député Castor et moi avions demandé une clarification lors du dernier congrès, clarification à laquelle je n'ai jamais eu la réponse, parce que j'ai fait la demande au congrès, il n'y a jamais de réponse. Donc moi, lorsque le ministre Valls dit qu'il vient pour renouer le dialogue par rapport à cette question sur l'évolution statutaire, j'aimerais juste rappeler que nous, en fait, on n'a jamais arrêté. C'est le gouvernement, depuis à l'époque Carenco, qu'il était venu, on avait commencé à discuter, il devait valider un accord de méthode pour arriver à un accord final. Accord de méthode que Darmanin n'a jamais donné le feu vert de signer avant qu'il ne soit plus au gouvernement. Donc, c'est bien le gouvernement qui joue un jeu, en ce qui me concerne, de dupe dès le départ. Le pseudo-rapport qu'a sorti les deux experts nommés par Emmanuel Macron, puisque c'est un pseudo-rapport, lorsqu'on regarde qui ils ont auditionné territoire par territoire, est-ce qu'il en ressort, on voit bien que c'est se moquer du monde. Donc, lorsqu'on prend tout ça, on voit bien que, le gouvernement, et même à l'échelle du président de la République, il n'y a pas une volonté manifeste qu'on aille dessus, en ce cas pour la Guyane. Et deux, il y a des élus en Guyane aussi qui jouent à ce jeu-là, qui est complètement dangereux et irresponsable, qui fait qu'on soit encore dans l'immobilisme. Justement, là-dessus, et je vous ai posé cette question pour avoir aussi votre avis sur l'unité de la classe politique guyanaise, le côté, on va dire, bloc, pour ne pas que les voix se dispersent, il n'y en a pas, il n'y a pas d'unité. Il y a eu un vote unanime de celles et ceux qui étaétaient présents lors du congrès, mais dans la mise en œuvre de tout ça, il y a pas d'unité. Et ce qui est dommage, ma foi, mais ce qui n'est pas, en ce qui me concerne, ce qui n'est pas insurmontable, puisque moi, comme je l'ai dit, c'est la population qui va trancher in fine. Donc maintenant, moi, je marque bout à parler en priorité aux hommes et aux femmes qui composent ce territoire pour leur dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille dans l'évolution statutaire, parce que, je te vous rappeler, c'est un outil dont nous avons besoin
pour effectivement mettre les mains sur le volant et emmener le territoire là où nous voulons l'emmener collectivement. Parce que on attend encore des réponses de l'État ou des velléités ou des volontés de l'État qui n'arriveront pas. Mais pourquoi pas d'unité finalement? Pour moi, il y a déjà, comme j'aime l'expliquer, il y a plusieurs mondes. Ouais. Il y a le monde de la CTG, il y a le monde de l'AMG, il y a le monde de certains maires, il y a le monde des 2 députés, il y a le monde des sénateurs ou 1 ou 2 sénateurs. Et il n'y a pas de coordination globale à l'échelle du territoire. On ne discute pas, on ne parle pas. Moi, avec Jean-Victor, on a bien vu, en janvier, on a essayé de relancer les discussions avec tous les élus. On a envoyé une invitation à faire une réunion sur un hôtel de la place. Très, très peu, une extrême minorité a répondu présente. 2-3 maires. Et le reste, silence radio. Donc, on voit bien que il n'y a pas de volonté de travailler collectivement. Chacun veut mener sa barque. J'ai envie de dire, ouais, c'est bien beau, mais sauf que, quelle que soit la commune du territoire guyanais, elle ne vit pas en autarcie à l'échelle du territoire guyanais. D'accord ? Et puis bon, je pense qu'il y a des règlements de compte aussi. Moi, après, j'ai pas de souci. Hein. S'il faut annoncer une rupture complète avec ce genre de fonctionnement, donc certains élus à ce niveau-là, je n'ai aucun souci à le faire, je n'ai aucun souci à l'assumer. Je l'ai déjà dit parce que moi, je rends compte uniquement à la population. Et je saurais leur dire que certains élus ne veulent pas travailler ensemble. Eux, ils sont sur autre chose. Mais après, il faudra que chacun assume. Faudra pas dire. Mais c'est un problème de personne à personne, de méthode ou de divergence politique profonde. Mais on ne sait même pas si c'est une divergence politique profonde en vérité, parce que il n'y a pas ce genre de discussion, de partage, de débat. Quelle vision qu'on a pour le territoire, comment on voit son aménagement, comment on voit son développement, comment on insère chaque commune à l'échelle du territoire guyanais et son rôle avec une articulation qui soit coordonnée, qui soit réfléchie, qui soit concertée, parce que on est sur des postes en concurrence. Et je vais vous donner juste un exemple. Entre la CACL et la CCDS sur la question des déchets, il y a 2 projets qui se font en concours parce que l'État dit nous on accompagnera un mais pas 2 projets. Donc une espèce de concurrence malsaine qui se met aussi parce que moi je veux faire ça, c'est pas lui. Alors que non, en fait, aujourd'hui on doit avoir une capacité à réfléchir à l'échelle du territoire. Même si je suis maire d'une commune, je dois me dire mais ma commune s'intègre dans un territoire complet, global. Donc en fait, là, le risque, c'est finalement qu'on rejoue encore un peu le match qui s'était produit l'an dernier quand Emmanuel Macron était venu en Guyane. Sauf que cette fois-ci, c'est avec le ministre des Outre-mer. Écoutez, moi je sais pas ce que ça va donner. Cette réunion-là plus tard. On doit avoir une discussion tout à l'heure avec les élus. Oui. Alors, je sais pas si tout le monde sera là. Je sais pas si tout le monde sera là ce soir aussi à la réunion avec Manuel Valls. Mais quoi qu'il en soit, moi en tout cas, moi je m'adresse à la population guyanaise. Pour leur dire que après 3 ans, le mois de juin fera 3 ans où je suis député, en fait, avec 2 mandats parce qu'il y a eu la dissolution. La Guyane n'a jamais été dans une crise, pour moi, aussi majeure. Les chiffres économiques et sociaux sont bien plus graves que les événements, ce qui avait amené aux événements sociaux de 2017. Encore 8 ans après, c'est bien pire. Ok ? Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Il faut changer de braquet, il faut changer de route, de direction, il faut qu'on soit responsable sur le territoire. Sauf que, de façon globale, on en fait preuve d'irresponsabilité à différents niveaux. Alors, vous aviez écrit un courrier la semaine dernière avec Jean-Victor Castor pour demander la tenue d'une réunion entre Manuel Valls et l'ensemble des élus guyanais avec, je vous cite, le besoin d'avoir une prise de position forte de l'ensemble de la classe politique. Les 3 sujets qui devraient être évoqués ce soir, ce sera le désenclavement, l'évolution statutaire et la lutte contre la vie chère. Déjà, sur le changement de statut, David Riemann, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent et qui savent plus trop où on en est. Très concrètement, le message qui sera porté, le message que vous avez envie de porter ce soir sur l'évolution statutaire, ce sera quoi finalement ? Moi, en tout cas, ce qui me concerne, la seule chose que j'avais dit au ministre Valls, c'est que le président de la République donne mandat à qui il veut pour conduire ces discussions, ces négociations pour arriver à un accord final. Ici en Guyane, une personne ici sur le territoire ? Non. D'accord. Aujourd'hui, Manuel Valls a le mandat de discussion et négociation pour la Nouvelle-Calédonie. Oui. Le ministre Rebsamen pour la Corse. Aujourd'hui, est-ce que Manuel Valls a le mandat officiel du président de la République ? Au moment où je vous parle, pour moi non, parce qu'il n'y a eu aucune annonce particulière. Maintenant, s'il annonce cela cet après-midi ou ce soir, c'est une bonne chose, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a le mandat. Oui. Ensuite, il faudra ça. Et deuxièmement, c'est quand on rentre dans les discussions pour le partage des compétences et le niveau d'autonomie que l'on souhaite, parce que les choses ont été transmises au gouvernement, et pour moi aujourd'hui
on n'a pas été au bout parce qu'il y a des compétences qui ne sont pas dans le document transmis qu'il faudra discuter aussi parce que pour moi, ce sont des impondérables pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Et ensuite, derrière, l'accord. Et parce que je rappelle, on a demandé à ce que la Guyane ait une inscription particulière dans la Constitution à l'instar de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que au moment où je vous parle, les échanges qui ont lieu aujourd'hui, c'est pour la Nouvelle-Calédonie et la Corse. La Guyane n'est pas dans le wagon. Et c'est prévu normalement pour la fin de l'année. Donc j'ai envie de dire, on est presque hors fenêtre de tir sur le choix stratégique qui a été fait par nous-mêmes. Et ça veut dire en finalité, que si la Guyane n'est pas dans le wagon de la fin de l'année, on ne pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes, M. Zamit, à personne d'autre. On pourra beau pointer l'État qui n'a aucune volonté, mais nous-mêmes, de façon stratégique, on n'a pas fait le travail collectif qu'il fallait pour qu'on soit dans le wagon d'ici la fin de l'année. Mais justement, et d'abord un mot sur la volonté politique de l'État, l'élément de langage là qui revient depuis ces dernières années, c'est de dire je n'ai pas de tabou sur l'évolution institutionnelle. C'est d'abord Emmanuel Macron qui l'avait dit, puis Manuel Valls lui-même, vous en avez parlé directement avec lui à l'Assemblée nationale. Je suppose que vous en discutez, on va dire régulièrement, ou en tout cas de temps en temps avec lui. Pas de tabou, ça veut dire quoi d'après vous? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique ou bien c'est une manière un peu de noyer le poisson sans dire ni oui ni non? Moi, je suis plutôt dans la posture, ils disent, en fait, ils gagnent du temps, ils vont échanger. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous mettez les moyens pour y arriver. Ouais, et on y va. Alors, la vérité, c'est que le gouvernement, en tout cas, les différents gouvernements précédents, et donc en l'occurrence le président de la République, n'ont jamais eu la volonté que la Guyane change de statut. Ouais. Alors, mais le paradoxe, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on change de statut, mais ils ne font rien pour que la situation évolue dans le bon sens. À part dire, oui, il faut plus de sécurité. Oui, mais la sécurité, ça ne se décrète pas. Ça s'organise, ça se planifie, entre guillemets, je vais vous dire, parce qu'il faut les réponses sont multiples aujourd'hui. Ce n'est pas juste en mettant plus de gendarmes d'un côté ou mettant un pseudo-contrôle à Margot ou le pseudo 100% contrôle à Félix Eboué que vous allez lutter contre les maux qui gangrènent le territoire. Bien sûr, l'insécurité, c'est une conséquence de plein d'autres phénomènes. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, à partir du moment où est-ce que vous apportez par les réponses idoines en amont, on va continuer. Comme dit, on a un bateau qui coule, on a vu les brèches, on les voit partout, on est en train de découper avec des petites bassines dans les mains, alors que non. Il faut colmater les brèches, et ensuite on vire l'eau. Sauf que tant qu'on n'aura pas colmaté les brèches, ça va continuer à prendre l'eau. C'est quel genre de ministre, Manuel Valls? Est-ce qu'il a une vision, un projet politique, d'après ce que vous avez pu constater depuis sa nomination au ministère? Moi, je sais pas s'il a un projet politique particulier pour lui-même ou pour nos territoires. Ouais, non, pour le coup, je parlais de nos territoires. Le projet personnel, c'est pas l'intérêt. Ah, vous trouvez quand même. À nos yeux, il n'y a pas d'intérêt. Il faut l'avoir en tête malgré tout. Mais à leurs yeux, il y a un intérêt. Faut toujours se dire qu'ils ont toujours un intérêt quelque part. Hein. C'est pas juste pour nos beaux yeux. Hein. Donc après, sans lui faire de procès d'intention, moi j'ai dit, il a fait des annonces que certains estiment louables. Positive à différents égards. Je dis donc non, moi je lui ai dit par contre moi je vais regarder sont les actes concrets et les résultats. C'est tout ce qui m'intéresse moi aujourd'hui. Donc on aura beau faire des envolées lyriques, de belles déclarations, si in fine on n'a pas bougé d'un millimètre, pour moi ça restera du même acabit que les précédents. Je vais pas citer tout le programme de Manuel Valls, parce que j'ai compté, il y a une trentaine de séquences avec des réunions, des visites, des signatures, des inaugurations de sites qui existent déjà. Par exemple, la cité scolaire de Saint-Georges qui a quand même ouvert depuis septembre 2023. On est en juin 2025, mais on parle quand même d'inauguration. Bref, c'est pas grave. J'ai envie de vous demander ce que vous pensez de ces visites ministérielles quand même, David Riemann, parce que de l'extérieur, on a quand même j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quand même beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Monsieur Zamit, moi, je suis fatigué de voir les mêmes choses. Ouais. Vous comprenez? En fait, des fois, je me dis que c'est moi qui ai un problème, mais lorsque la population nous regarde, vous dites, mais à chaque fois, c'est la même chose. Et les ministres arrivent, on fait les accueils protocolaires, les déplacements, les visites, les inaugurations, les signatures. Mais est-ce que la vie concrètement des Guyanais et des Guyanaises évolue positivement? Non. J'ai l'impression, et nous-mêmes ici, on est là à répéter. Je suis pas maso quand même. C'est que si ça ne fonctionne pas depuis des décennies, ce modèle-là, mais nous on dit il faut aller vers un autre modèle. Et nous on est prêts à y aller. Mais presque tout le monde est prêt à y aller. Mais pour moi aujourd'hui, objectivement non. On est dans un jeu de dupes. On se raconte des histoires. Je parlais l'autre jour d'hypocrisie qu'il y a dans la classe politique à l'échelle de la nation, mais elle est encore plus vraie à l'échelle locale.
on se fait des sourires, on se serre les mains, mais en vérité, dans le fond, il n'y a rien. L'encéphalogramme reste à 0. Donc, maintenant, la plupart vont se positionner pour les élections municipales qui arrivent. Donc, on va être sur un temps suspendu. Hein? Peut-être qu'on nous dira, bon, comme ça va bouger au niveau des maires, on a quelques mois des élections municipales, peut-être qu'il faudra attendre. On sait pas si la classe politique va... Bon, voilà. Toutes les raisons pour ne pas forcément avancer, pour rester statu quo, risquent d'être avancées. Mais moi, je mets tout le monde en garde. Hein. Celles et ceux qui voudront aller vers cela, moi je me retrouve en phase 2. Hein. Moi, il n'est pas question encore de l'immobilisme encore, il n'est pas question encore de continuer à répéter les mêmes choses. Il faut qu'on fasse tout ce qui est possible et imaginable pour sortir le territoire dans cette situation-là, et on a les éléments pour ça. Mais c'est quoi finalement votre fenêtre de tir face à cette inertie David Riemann, vous avez raison, c'est vrai, période électorale, nous on le voit bien, c'est à chaque fois difficile, même de recevoir des personnes à l'antenne parce qu'on n'a pas trop envie de parler, on n'a pas trop envie de se mouiller, on sait très bien qu'on est écouté. Comment dire ça, vous parliez de cette espèce de sensation d'éternel recommencement. Moi le premier en tant que journaliste, on reçoit Manuel Valls après-demain, je me pose encore la question de savoir concrètement quelles questions on va lui poser, parce qu'en fait on a l'impression qu'à chaque fois c'est la même chose. Votre agenda politique à vous, David Riemann, face à cette sensation du toujours le même qui recommence, c'est quoi en quelque sorte? Moi je l'ai dit à Jean-Victor, j'ai dit à qui voulait l'entendre. En ce qui me concerne, il n'est pas question, je dis bien il n'est pas question que l'année 2025 se termine comme l'année 2024 où rien ne se passe, il n'y a aucune avancée concrète, il n'y a aucune décision majeure pour le territoire. Il va falloir que l'on crée les conditions avec la population guyanaise. Parce que si on ne se réveille pas, et je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, si on ne se réveille pas, on va continuer à compter nos morts, on va continuer à regarder les désillusions jour après jour. Mais j'ai envie de dire, il y en a marre en fait. Il y en a marre. Donc, la frustration que j'ai, et ça j'avais déjà exprimé, c'est que Jean-Victor et moi, on essaie de faire bouger les lignes à l'Assemblée nationale. Tant bien que mal, même si c'est très très compliqué. Parce que on était en Martinique encore, on a échangé avec nos collègues députés. Nous, pour les ultramarins, c'est compliqué. Bon, la force qu'on a, je l'ai déjà dit, on peut l'avoir qui vient de notre territoire, de la population, pour dire oui, effectivement, on met un coup de collier en plus parce qu'il faut que ça aboutisse. Mais il faut un soutien populaire quand même massif. Pour les députés, c'est obligatoire. Oui. Mais moi, je compte sur ce soutien populaire là aussi pour dire à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, mais il va falloir qu'on bouge ici aussi, et surtout ici, parce que il y a à l'échelle locale, les exécutifs sont dans une espèce d'entre deux eaux là, le je t'aime moi non plus, je fais pas, c'est insupportable en fait, insupportable. Donc en plus ils savent qu'ils ont les clés à l'échelle locale. Ce sont les maires et présidents de collectivités qui ont les clés. Ce ne sont pas les parlementaires. Donc à un moment donné, faut se réveiller, faut arrêter de jouer, parce qu'ils jouent là. Ils jouent, sauf qu'en jouant comme ça, ce sont la vie des gens qui se retrouvent être en danger. Alors il y a un autre sujet qui sera abordé ce soir, c'est la lutte contre la vie chère. Le ministère de Manuel Valls, on l'a dit tout à l'heure, travaille justement sur un projet de loi sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez écouté le journal, mais on a entendu Christophe Girardier tout à l'heure qui a écrit plusieurs rapports sur la vie chère en Outre-mer. Et ce qu'il dit, c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de parlementaires. En gros, on salue la bonne volonté du ministère, mais les mesures qui sont présentées, elles existent déjà. Comment est-ce que vous regardez-vous ce travail, David Riemann? Mais moi, c'est exactement ce qu'on a dit au ministre Valls lorsqu'on l'a rencontré. Je dis oui, bon, je vais bien. Il jouait les actes à sa parole. Il a dit oui. Ouais. Avant, il voulait présenter un projet de loi sur la vie chère avant l'été à l'échelle hexagonale. Oui, donc là, dans quelques semaines. Hein. Voilà. Donc il est dans ce qu'il a annoncé. Sauf que lorsqu'on rentre dedans, nous on lui a dit au ministère, bon, je veux bien. Mais ce qu'il y a dans le document, c'est améliorer, pousser ce qui existe déjà. Deux, en fait, ça révolutionne pas la réalité. La réalité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de fond dans la vie chère, c'est le modèle économique dans lequel nous sommes sur nos territoires. C'est un modèle qu'on appelle l'économie de comptoir. Donc, tant que vous sortirez pas de ce modèle économique, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne changera pas. Ensuite, le problème de la concentration au monopole, oligopole. Souvent, je dis, il y a un pays qui n'est pas social, qui n'a jamais été social du tout dans sa vie, ce sont bien les États-Unis. Une période de sa vie, les États-Unis, face à des monopoles aussi gigantesques ou oligopoles, ils ont voté des lois pour démanteler ces monopoles-là. Donc aujourd'hui, quand le veuille ou non, il va falloir tronçonner, si on le veut, parce qu'on ne peut pas avoir des concentrations. Des fois, vous avez un groupe qui a plusieurs enseignes sur le même territoire,
et ces mêmes enseignes-là sur tous les territoires. Ouais. C'est invraisemblable. Et dans plusieurs secteurs, par C'est contre, exactement ça. Donc, d'où on maintenant parle de la concentration. C'est pas possible, en fait. Si on est sur la libre concurrence, ce n'est pas possible. Donc mettre fin au conglomérat, et clairement bien le sûr. projet de loi présenté par le gouvernement ne sera pas à la hauteur de cet objectif-là. Non, vous voyez, pour le moment, le texte de loi tel qu'il est décliné, pour moi, il va pas assez loin. Ouais. On est loin de la réalité. Là, on parle de transformer nos économies respectives à l'échelle de nos territoires. Après, il y a aussi, nous aussi, le modèle économique que l'on souhaite mettre en place. Et c'est pour ça que nous sommes cohérents avec le député Castor. Nous, on parle de l'évolution statutaire parce qu'on a un objectif, on a une vision, on sait sur quoi maintenant il faut aller pour mettre un développement endogène. Et j'ai envie de dire, il y a un triptyque qu'il faut mettre sur la table. C'est un triptyque sur lequel on doit s'arc-bouter pour mettre en place cet avenir-là. C'est vie chère? Non, même pas. Non. Le triptyque, c'est économie, sociale, environnementale. C'est votre triptyque pour votre développement de votre territoire et son aménagement. OK? Donc, mais sauf que sur cette triptyque-là aujourd'hui, on n'a pas la main directement. On dit que la collectivité a la compétence sur le développement économique. Mais le foncier, on n'a pas. Les décisions pour l'orientation sur les filières principales, pouvoir négocier avec nos pays voisins directement, définir un marché régional, interrégional à échelle de l'Amérique du Sud, voire la Caraïbe. Tout ça, les compétences, on ne les a pas directement. Et une compétence qui est nécessaire à cela, par exemple, au-delà de la fiscalité, c'est la douane. Donc c'est une compétence régalienne, mais qu'il faut récupérer cette compétence-là pour pouvoir effectivement négocier directement avec nos voisins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, il faut rappeler que la question de l'évolution institutionnelle et statutaire, c'est aussi une question évidemment économique. Mais j'ai toujours dit que c'est un outil. Et donc pour moi aujourd'hui, vers la transformation que l'on veut de la Guyane, l'évolution statutaire, c'est le chapeau. C'est le chapeau et dont tout découlera en dessous derrière. David Rimen, vous étiez en Martinique ce week-end pour les assises contre la vie chère. Est-ce qu'il y a eu des pistes de réflexion particulières pour faire avancer le sujet? Dans le cadre dans lequel nous sommes, il y a des pistes sur lesquelles qui ont été réfléchies et aujourd'hui, il est clairement annoncé que des actions seront portées. Par exemple, il y a la loi Lurel qui avait été votée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des décrets d'application sur certaines choses qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc voilà, on va mettre pression au niveau du gouvernement pour que ces décrets soient sortis pour les mettre en application. Il y a aussi la question sur les sanctions qui doivent être appliquées, par exemple sur les marges arrière, sur les fruits et légumes, toutes ces choses-là qui sont interdites, mais qui sont appliquées à différents niveaux. Donc il va falloir que les sanctions soient appliquées, et ce dans les plus brefs délais, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de cautionnement de la part des autorités à ce niveau-là. Il y a aussi une évolution majeure en matière législative. On compte amender pas mal de choses par rapport au texte Manuel Valls. Donc maintenant on verra s'il les prendra ou pas, tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs pistes à l'instant T qui ont pu être identifiées pour pouvoir répondre, mais qu'on le veuille ou non, l'avenir économique pour cette évolution, en tout cas sur la question de la vie chère, ne pourra avoir de sens pour nos concitoyens que si effectivement on transforme nos territoires économiquement parlant. J'ai malgré tout l'impression quand même qu'on parle de plus en plus régulièrement, intelligemment, on va dire, de la question de la vie chère. Pendant très longtemps, on essayait un peu de simplifier le sujet. Tout le monde parlait soit de l'octroi de mer, soit de l'éloignement géographique, en disant bon la Guyane est loin de Paris, donc fatalement et forcément il y a des coûts de prix qui sont qui sont supérieurs à ceux de l'Hexagone. La réflexion collective, elle est en train d'avancer quand même de plus en plus, David Riman, non? Mais certains continuent à prôner cela, mais on leur a démontré, écoutez, il y a des marchandises qui traversent le monde entier, et pour autant, les prix défient toute concurrence. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut pas raconter, faut pas essayer de faire les gens prendre des vessies pour des lanternes. Un coût supplémentaire, oui, mais qui n'explique pas une différence de prix de 40%, quoi. Pas du tout, bien au contraire. Donc, il y a un tas d'éléments qui ont été mis sur la table qui démontrent cela. Mais après, il y a un élément aussi, après, il faudra, quand le veuille ou non, il va falloir mettre ça sur la table aussi. On est sur des territoires qui sont déséquilibrés au départ. Parce que vous avez une frange des actifs qui touche une prime de vie chère et une frange qui ne la touche pas. Bien sûr. D'accord? Donc, il faudra le dire. Soit on met tout le monde à niveau, ou soit, mais il faut trouver une solution. Et donc, cette solution-là, elle ne veut pas être décrétée par des viriments d'aujourd'hui. Mais pour moi, il va falloir que les élus des territoires, avec les partenaires sociaux, tout corps confondu, privé, public, on puisse s'asseoir et définir une stratégie qui permettrait aussi à celles et ceux qui ne touchent pas des prix de vie chère, mais qui payent le même prix au final dans les magasins et au marché, partout où vous allez,
ben, eux aussi sont en grande difficulté. Donc il faut répondre à cette réalité-là aussi. Oui, et sur l'immobilier aussi, on sait bien que ça crée un effet beaucoup de problèmes. inflationniste, effectivement. Les 40% ont un effet inflationniste au niveau des prix sur le territoire, au niveau des marchandises. Donc à un moment donné, il va falloir s'attaquer à ça aussi, et c'est aussi, j'ai envie de dire, dans les plus brefs délais. Dernière question, David Riemann. La question aussi du désenclavement, elle devrait être mise sur la table ce soir à la CTG. Elle a encore même question pour l'évolution statutaire. Est-ce que vous vous attendez à vraiment quelque chose de la part du ministre, des engagements pour des projets précis et pas juste oui, c'est difficile, on compatit avec les Guyanais de l'intérieur? Moi, depuis l'année dernière, j'ai fait passer, avant la dissolution, j'ai fait passer un questionnaire aux élus, aux EPCI, au collectif Apache, je rappelle le collectif Apache, qui a initié ces rassemblements en Guyane pour la question du désenclavement, parce que le désenclavement tue. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Donc, je suis en train de finaliser l'écriture sur une loi de désenclavement pour la Guyane, que je compte partager avec le territoire guyanais, qui sera discuté avec le ministre. Mais en fait... Une loi pour quoi faire exactement? Pour définir certaines étapes à mettre en place? Oui, pour désenclaver le territoire. D'accord. Moi, je rappelle, dans la loi de programmation de finances de l'année dernière, et que je vais représenter encore cet amendement-là cette année, j'avais demandé entre 5 et 10 millions d'euros de financement pour l'étude globale, pour un désenclavement total du territoire guyanais. Donc, il faut les études par rapport à ça. Donc, études payées par l'État. Et ensuite, cette étude-là, elle viendrait avec ce que souhaitent les Guyanais sur le territoire. Oui. Donc, si on doit faire une route passer par là, il faut qu'il y ait aussi un enjeu social, économique, pour que la route passe à tel endroit, puisque par là, il y a l'enjeu environnemental aussi. Donc, l'étude doit être poussée et elle doit partir de la base. Elle doit partir des Guyanais et des Guyanaises, et à tous les strates possibles, pour arriver à quelque chose de consensuel et de cohérent à l'échelle du territoire guyanais. Et pour pas qu'on se retrouve encore avec un projet totalement inadapté. Et c'est exactement ça. Donc, en l'occurrence, je pense qu'aucun Guyanais n'aurait validé un pont qui n'arrive pas à avancer, le pont jumeau là qui ressemble à rien du tout. Donc voilà, ce sont des décisions qui étaient prises par l'État tout seul, on voit où est-ce que ça nous mène. Donc aujourd'hui, il faut inverser, j'ai envie de dire, le courant. Ça part du territoire guyanais et ça remonte vers Paris.